millions de combattants? Est-ce qu'il y a 8 millions de ceux que vous appelez combattants? Je ne pense pas. Vous exagérez. Il y a un petit groupe, certains, qui sont nos compatriotes que nous devons aussi écouter, qui font beaucoup d'agitation, qui font beaucoup de bruit. C'est vrai, mais il y a la grande majorité, que j'appellerais la majorité silencieuse, qui est proche, je ne dis pas du pouvoir, qui est proche de ce qu'on appelle l'attachement à la mère patrie. Est-ce qu'ils pourront voter, monsieur le vice-ministre? Mais justement, ce que j'étais en train de vous dire, ça fait 5 ans que le pays est indépendant. Les Congolais ont commencé à bouger depuis longtemps, mais pas en nombre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'immigration de masse date d'il n'y a pas longtemps. Pour la première fois, le gouvernement actuel a fait, on a adopté en moins d'un mois, parce que le gouvernement a été est sorti le 7 décembre, mais le 5 janvier, hein, à 48 heures avant qu'on puisse totaliser un mois, au Conseil des ministres, c'était le lundi, je me rappelle bien parce que c'était quelque chose qui me concerne, c'était le lundi 5 janvier, au Conseil des ministres, nous avons adopté la loi électorale actuelle. Et dans cette loi, il y a une des dispositions, je ne sais plus quel article exact, je ne me rappelle plus de l'article exact, qui dit que les Congolais de l'étranger sont désormais électeurs. Et non seulement électeurs, mais éligibles. Donc c'est-à-dire, ils peuvent non seulement voter, mais ils peuvent aussi être candidats. Mais par rapport dans le processus actuel, cela ne sera pas encore d'application. C'est-à-dire? Oui, mais est-ce que vous avez pris langue avec la Commission électorale nationale indépendante qui vous a rassuré que quand on va organiser les différents scrutins qui sont prévus, ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger vont voter? Attention. Là, il y a les locales. Ça ne concerne pas les Congolais de l'étranger. Ce sont des élections locales. Il n'y a pas de village, à ce que je sache. C'est un processus qui nous amènera jusqu'aux élections présidentielles. Il n'y a pas un village congolais, à ce que je sache, à New Delhi ou à Durban. Non, on ne parle pas des élections locales. Je sens, si vous parlez des élections. Le processus nous amène jusqu'aux élections présidentielles. Je suis en train de vous expliquer. Oui. Donc, les élections locales de cette année, ça, les Congolais de l'étranger ne voteront pas. Parce que là, il s'agit de voter des chefs de secteur, les conseillers communaux, les bourgmestres, qui les concernent. Alors, la présidentielle, étant donné que la présidentielle, c'est l'élection qui pose le moins de problèmes au niveau de ce qu'on appelle la circonscription. Donc, tout Congolais de l'étranger qui sera inscrit sur... Parce qu'il y a aussi des conditions. C'est être détenteur d'un passeport ou d'une carte d'identité et de la carte consulaire. C'est-à-dire, l'ambassade vous reconnaît comme Congolais, donc vous êtes là, comme Congolais, vous avez votre carte consulaire, et bien, déjà. Donc, c'est-à-dire, quand on va faire... Voilà. Mais il y avait aussi une disposition dans la loi électorale qui parlait de recensement avant les élections. Mais il y a eu tant de problèmes ici à Kinshasa où on nous a obligés à retirer cette disposition, soi-disant qu'elle allait servir à glisser, comme l'expression actuellement en vogue ici. Or, cette disposition du recensement, c'est-à-dire essayer de répertorier les Congolais, où ils sont. Il y en a combien en Afrique? Il y en a combien en Europe? Il y en a combien en Asie? Il y en a combien en Océanie? J'ai un de mes conseillers qui est ici avec moi sur le plateau. Il vient de faire une tournée en Amérique latine. Vous savez, il y a des Congolais au Chili, il y a des Congolais au Pérou, en Argentine, à Cuba, au Venezuela, Belize. Ça veut dire qu'ils ne voteront que s'ils sont référencés, ça. Les conditions. Si on fait un véritable recensement pour savoir combien ils sont, parce que pour être député, on est député d'une circonscription représentant autant d'habitants. Alors, si demain, on arrive à faire ce fameux recensement, là, on pourra dire, voilà, les Congolais de l'étranger voteront pour les législatives, parce qu'on dira, il est député de Congolais de l'étranger pour le Maghreb, par exemple, ou pour les pays de l'Europe, de l'Union européenne, ou pour les pays de Europe de l'Est. Bon, voilà. Or, tout le problème qu'on nous a créé ici par l'opposition en disant oui, il ne faut pas faire ceci, ça empêche aux Congolais de l'étranger de voter pour les législatives, d'avoir leur propre député. Oui. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas de votre faute, vous voulez dire. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'opposition qui a refusé. Du gouvernement ni de la majorité. Le gouvernement et la majorité ont donné l'occasion, à travers cette loi électorale, nous avons mis cette disposition afin que nos compatriotes vivant à l'étranger puissent aller voter, puissent aller non seulement voter, mais
être candidats, avoir leurs députés. Mais il y a eu de la manipulation politique ici, de la politique politicienne, qui fait que Kinshasa a failli être... Donc vous avez cédé à la pression, non, on a, même pour une disposition vraiment importante, mais vous cédez à la pression. On a essayé d'expliquer, personne ici ne nous a entendus. Personne n'a voulu comprendre. Eh bien, nous avons mis ça entre parenthèses. Mais l'occasion donnée au peuple congolais, par une pétition, si on lui réexplique le problème, si un certain nombre de Congolais, je pense que ça c'est dans les dispositions de la Constitution, signent une pétition, on peut revenir là-dessus. Voilà, mais ça, je vais faire un pas. Mais concernant la présidentielle, effectivement, les Congolais pourront voter. Mais ceci dit, il y a encore d'autres dispositions sur avec la CENI, donc avec laquelle nous sommes en train de travailler. Il y a la loi sur l'enrôlement. Il y a certaines dispositions que nous devons travailler afin que l'effectivité... Ils soient capables de s'enrôler de l'étranger où ils sont. Ils ne soient pas obligés de revenir ici comme c'était le cas à l'époque. Nous sommes en train de travailler avec la CENI. La présidentielle, c'est quand? C'est au mois de novembre 2016. Donc, d'ici là, nous sommes en train de travailler avec la CENI. Nous allons trouver des solutions afin que nos compatriotes puissent être enrôlés dans de meilleures conditions, dans de bonnes dispositions, afin qu'ils puissent... Alors, on va passer à Emmanuel Badibanga. Monsieur le vice-ministre, je voudrais rentrer plus proche de Kinshasa. Vous savez, depuis l'année passée particulièrement, on enregistre beaucoup de problèmes, expulsions en toute brutalité. Il y a des cas de violence et procédures même, particulièrement dans l'expulsion des Congolais en Angola, au Congo-Brazzaville, et même dernièrement en Afrique du Sud. Quelles sont les démarches que vous, gouvernement, avez menées pour donner du sourire à ces Congolais qui d'ailleurs, c'est le deuxième volet de ma question, continuent à moisir dans les rues de Kinshasa, où se limite alors votre champ d'exercice, de fonction, lorsque ces Congolais reviennent au pays? C'est fini avec Antoine Boyamba, c'est pour quelqu'un d'autre? Ou alors qu'est-ce que vous avez fait tantôt pour ceux qui sont à l'étranger et plutôt pour ceux qui sont rentrés ici chez nous au pays? Je commence par la fin. Ceux qui sont rentrés, vous parlez de ceux qui ont été chassés de Brazzaville, de Congo-Brazzaville. Oui, qui sont à côté de ça, de Maloula jusqu'à ce jour. Ouais. C'est un problème qui est un peu complexe. Vous qui êtes journaliste, c'est vous qui suivez l'actualité, c'est vous qui répondez aux nouvelles. Vous vous souviendrez, quand ces compatriotes ont été refoulés de Congo-Brazzaville, la plupart d'entre eux n'ont jamais vécu à Kinshasa. La plupart n'ont jamais vécu à Kinshasa. Certains ont quitté l'Équateur, la province de l'Équateur, ont traversé directement sur le Congo-Brazzaville. Et je n'aimerais pas non plus aller trop loin, mais certains ont été incités à aller dans certains pays pour aider certains à avoir un grand nombre pour certains événements politiques dans ce pays-là. J'espère que vous avez compris. Donc ils ont été victimes d'intox. Non, pas victimes d'intox. On les a fait venir pour une cause et ils ont été mal payés en retour. Parce que voilà imaginez. Pourquoi vous les laissez. Non. Vous les abandonnez. Non. Attendez, je suis en explication. D'autres ont quitté le Mayombe, se sont retrouvés directement au Congo sans passer par Kinshasa. D'autres ont quitté le secteur de Luozi, le Manyanga, directement ils se sont retrouvés au Congo-Brazzaville. Et quand ils sont revenus ici au pays, malgré eux, au niveau de l'État, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Le gouverneur du Bas-Congo s'est déplacé en personne pour récupérer, a mis des moyens à disposition pour récupérer ceux qui étaient originaires du Bas-Congo pour qu'ils reviennent au Bas-Congo, Congo central actuellement. Le gouverneur Kamisendou s'est déplacé à Kinshasa pour récupérer ceux de sa province. Le gouverneur, je pense que Feu Koyagalo était déjà un peu malade. L'actuel gouverneur qui était vice-gouverneur, Impeto, de l'Équateur, est aussi venu pour chercher les gens originaires de l'Équateur pour qu'ils puissent rentrer. Il y a eu des moyens que l'État a mis à disposition. Ils sont rentrés. Le gouverneur Kimbuta a donné à beaucoup d'entre eux
de l'argent. 20 000 francs congolais. On parle de 20 000, 20 000 francs, l'équivalent de 20 $. 20 $. On arrive à chaque famille 20 $. Et par famille, s'il vous plaît. Je ne connais pas les montants exacts. C'est 20 $, monsieur. Si vous le dites, je ne peux pas contester ou avaliser ce que vous êtes en train de dire. Mais ceci dit, il y a certains efforts qui ont été fournis pour que certains puissent rentrer. Voilà. D'autres ont trouvé que ce n'était pas assez. Mais nous sommes entre nous, nous sommes Congolais, nous sommes Quinois. Vous savez ce qui se passe? Êtes-vous sûr que si on va là, à côté de la maison communale, devant le stade de Cardinal Maloula, ex-24 novembre, que tous ceux qui sont là ont vécu à Brazzaville? Selon certaines informations à vérifier, d'autres attendent un pactole, tous, me semble-t-il, ne viendraient pas de Brazzaville. Mais justement, le gouvernement... Oui, non, mais justement, le gouvernement, dans son volet action humanitaire, est en train de faire des efforts pour trouver des solutions à ces familles. Ce n'est pas normal qu'un seul citoyen congolais puisse dormir dans la rue. Nous avons des services d'intelligence, monsieur le ministre. Donc, nous avons la direction des migrations dans ce pays. Vous voulez me dire, monsieur le ministre, sur ce plateau, que ces gens ont traversé le fleuve sans qu'ils ne soient enregistrés au niveau des Bichingobila ou ailleurs? Monsieur Badibanga, combien ont traversé? C'est la DGM qui doit nous le dire. Non. Ce n'est pas le journaliste que je suis. Vu le flux de ceux qui ont traversé, est-ce que ceux qui ont traversé, vu le flux, à comparer à une vingtaine de familles qui logent dehors, je pourrais dire, il y a au moins 98% de ceux qui sont revenus du Congo-Brazzaville qui ne vivent pas dehors dans la rue. Il y a plus de 98%. Donc, si vous vous focalisez sur les 2%, je dirais effectivement, oui, vous avez raison, c'est 2% de trop. Hein? C'est comme quand il y a un accident, on dit oui, l'avion a craqué, il y avait 180 passagers, il y a un seul mort. On ne va pas dire ouf, c'est un mort de trop pour les enfants de celui qui est mort. C'est ça que nous pouvons dire. Donc, je ne serai jamais content, le gouvernement de la République ne sera jamais fier de voir qu'un seul Congolais dort à la Belle Étoile. Donc je dirais, la majorité de ceux qui sont revenus de Brazzaville, vous avez vu, par centaines de milliers qui sont revenus de Brazzaville, n'habitent pas devant la commune de Bruxelles, sinon on ne pourrait même pas passer sur l'avenue Kassavoubou, M. Badibanga. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui sont là? Nous sommes en train de trouver des solutions. Certains acceptent plus facilement. Mais écoutez, vous êtes des gens érudits. Vous êtes là. Allez à New York. Il y a le terme homeless. Sans domicile. Non, attendez. Sans domicile. Non. Il y a des gens qui sont de homeless. Moi, j'ai longtemps vécu à l'étranger. Il y a des gens qui sont de homeless parce qu'ils ont été expulsés de leur résidence. Parce qu'ils étaient incapables de payer. Et les États plus fortunés, les États plus fortunés que le nôtre, vous allez à New York, vous allez à Paris, vous allez à Bruxelles, les États plus fortunés ne sont toujours pas en mesure de tous les loger. Mais nous, ici au Congo, nous comptons aussi sur ce qu'on appelle la solidarité familiale. Mais elle est un peu mise à mal, vu les difficultés qu'un pays en guerre depuis plus de 20 ans rencontre. Parce que ce que je veux vous dire une chose, messieurs les journalistes, quand le pays n'était pas en guerre, le budget était équilibré. Il y avait une part pour la défense, une part pour la santé, une part pour l'éducation, une part pour le social, ainsi de suite. Nous-mêmes ici, nous étions très malheureux quand on disait que oui, l'armée a été défaite à Bunagana, l'armée a été défaite à Kalemi, l'armée a été défaite ici. Alors, le chef de l'État a donné des instructions précises pour qu'on mette d'abord de l'argent pour nos forces armées, nos forces de police, nos forces de sécurité, afin que le pays ne soit plus envahi, afin que le pays ne subisse plus les humiliations. Et ce que je vais vous dire, c'est que quand il y a eu la déroute du M23, c'est nos jeunes soldats formés, avec les moyens que le chef de l'État a mis à leur disposition, du matériel moderne et lourd, qui ont mis en échec les forces du M23. Donc, cette partie de l'argent de cette guerre injuste qu'on nous a imposée pendant des années aurait pu aller dans l'éducation,
aurait pu aller dans les efforts de guerre, tout ça. Il y a des domaines qu'on néglige. Non, on ne néglige pas. On ne néglige pas. Il faut d'abord ramener la paix. Dites-moi, à quoi ça sert à Kinshasa? On dort bien pendant que à l'Équateur, dans le nord Kivu, dans le nord Katanga, dans le sud Kivu, dans la province orientale, nos compatriotes ne peuvent, nos femmes surtout, ne peuvent aller faire leur champ parce qu'elles sont violées par des forces venues d'ailleurs. Il fallait d'abord sécuriser ça. Il fallait mettre des moyens à disposition de l'armée et des forces de sécurité afin que d'abord nous puissions préserver l'intégrité de notre pays. Vous savez, vous êtes encore jeune, sachez-le, bientôt c'est le 30 juin. Le 30 juin 1960, avant le 30 juin, il y a des gens qui sont morts pour défendre, pour obtenir l'indépendance de ce pays et pour sauvegarder son intégrité. Et nous avons le devoir, l'obligation même, de mettre les moyens pour que le Congo reste dans ses frontières. 2 345 409 km² et que le peuple congolais vive en paix. Donc, le gouvernement a d'abord mis les moyens. Nous sommes en train de recouvrir, mais voilà, on est toujours testé. À Béni, il y a toujours des gens qui viennent mettre en cause du désordre. Cet argent qu'on dépasse à Béni aurait pu servir à construire une école ici à Kassangoulou. Mais les expulsés, monsieur le vice-ministre, pour prendre en charge ses compatriotes, ça ne coûtera même pas des millions de dollars au gouvernement. C'est un petit problème à résoudre rapidement. Une réinsertion. Excusez-moi s'il vous plaît. Il y a une expression qui dit « n'est sourd que celui qui veut ne vient rien entendre ». Je vous ai dit tout à l'heure, sur 100 Congolais qui étaient revenus de Brazzaville, il y a au moins 98 qui sont logés. Il y a 2 qui sont encore dans la rue. Nous sommes en train de travailler. Il y a 2 là à qui peut-être on a dit vous allez habiter dans une petite maison à la commune de Kinshasa. Ils disent non, moi il faut qu'on me trouve un immeuble à la Gombe. Eh bien, nous sommes en train de travailler pour leur trouver des immeubles à la Gombe s'il le faut. Mais laissez-nous quand même le temps de trouver des moyens. Ce sont des phénomènes qui arrivent dans les grandes villes du monde, mais ce n'est pas joyeux pour eux. Ce n'est pas non plus joyeux pour nous, les gouvernants, de voir que des compatriotes dorment dans la rue. Mais je vous dis, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que cette histoire cesse. Voilà, merci beaucoup. J'espère que la solution sera trouvée dans un meilleur délai, monsieur le vice-ministre, pour que nos compatriotes quand même soient logés dans de très bonnes conditions. Monsieur le vice-ministre, dans l'une de vos interventions dans les médias, vous avez noté quelques résultats positifs obtenus par le gouvernement aux problèmes soulevés par les compatriotes vers l'étranger lors des concertations nationales. Vous avez fait allusion, par exemple, au problème de la double nationalité, au problème de l'acquisition des passeports, de l'obtention des visas, les modalités d'investissement. Et pourtant, là, il y a un problème. Les Congolais de l'étranger ont du mal à pouvoir investir au pays à cause des tracasseries administratives. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour les inciter à revenir investir au pays, monsieur le vice-ministre? Le problème de tracasserie administrative ici au Congo, c'est comme un serpent de mer. On en parle. On parle de guichet unique. On parle de ceci ou cela, facilité. Mais ça ne concerne pas seulement les Congolais de l'étranger. Même nous-mêmes ici. Si je vais voir M. Pius Mabilou, le patron de cette chaîne, si on fait venir votre conseiller financier ici, il vous dira ah, tous les mieux que fout à la taxe, il y a tel ministère qui vient, il y a tel service qui vient, il y a tel autre qui vient, il y a tel autre qui vient pour venir demander l'argent pour ceci, pour cela. Donc ce n'est pas un phénomène qui concerne seulement les Congolais de l'étranger. Mais ceci dit, les Congolais de l'étranger, quand ils reviennent ici, ce n'est pas au niveau de l'État qu'ils trouvent le plus grand nombre de difficultés, c'est au sein de leur propre famille. Comment ça? Mais si. Aujourd'hui, s'il y a un journaliste, un Congolais de l'étranger qui a été formé à l'école de journalisme de Lille, en France, qui est une des meilleures écoles de journalisme du monde, s'il revient ici, vous qui êtes de l'IFASIC, vous allez être le premier à lui mettre le bâton dans le roue. Mais pourquoi? C'est stigmatisation, monsieur le ministre. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Je peux donner ça pour les avocats, je peux donner ça pour les médecins, je peux donner ça même pour les politiciens. Je peux donner ça. Et vous, comme vous qui revenez de l'étranger, vos collègues ministres à vous... Peut-être. Même dans d'autres catégories socio-professionnelles, même dans le chômage, ceux qui reviennent ici avec zéro se font piétiner dans nos familles. C'est pas seulement l'État. Dans nos familles, vous revenez avec zéro, on commence à vous piétiner. Et quand vous revenez avec des biens ici, c'est votre neveu, c'est votre frère, c'est votre maman, c'est votre soeur, ou bien c'est pas qui viendra en premier
Combien n'ont-ils pas envoyé de l'argent ici? C'est pas l'État qui les a envoyé. Nous parlons non, attendez, le gouvernement impose à ses investisseurs. Mais non, écoutez, non, ne stigmatisez pas, ne divisez pas les Congolais les uns des autres. Il n'y a pas une facture pour les Congolais de l'étranger, une facture pour les Congolais d'ici. Quand vous importez quelque chose, que ce soit vous, Badi Banga, si vous achetez, je sais pas, un conteneur, sous le conteneur, c'est pas marqué Badi Banga, journaliste. Sous le conteneur, c'est marqué, ça appartient à M. Badi Banga. Ce n'est pas marqué M. Boyamba ou M. Guy Momat qui vient de Londres. C'est marqué un conteneur et il y a un prix à payer qui est le prix qui est pour tout le monde. Faut pas, vous savez, c'est par ce genre de discours-là que vous créez le phénomène combattant. C'est comme si, quand on arrive à... nous ne créons pas un phénomène, mais il existe. C'est un phénomène réel. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous importez quelque chose, vous arrivez au port de Matadi ou de Boma ou à l'aéroport de Kinshasa ou de la Luano ou de Bangoka à Kisangani, tous les marchandises, il y a une mercuriale qui est fixée par l'État. Ce n'est pas marqué appartenant aux Congolais venant du Zimbabwe. Ce n'est pas marqué ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la discrimination. Cette discrimination n'existe pas. N'inventez pas des choses qui n'existent pas. C'est ce qui est là est fixé pour tout le monde, et y compris même les étrangers qui viennent ici ou bien qui vivent ici. C'est pour tout le monde la même chose. Donc, il ne faut pas dire que les Congolais vont à l'étranger. Ce n'est pas ça le problème. Les problèmes qui concernent les Congolais de l'étranger sont d'ailleurs. Maintenant, je parle, posez-moi plutôt la question, les efforts que nous devons faire au niveau du gouvernement pour la réinsertion, pour les inciter à venir. Pour la réinsertion des Congolais quand ils veulent revenir ici. Ça oui, mais ne commencez pas par dire, voilà, on taxe un peu plus pour les Congolais de l'étranger, sinon ceux qui nous suivent maintenant sur les réseaux satellitaires vont dire, voilà, tu sais que nous taxer plus cher. Mais qu'en est-il des Congolais qui ont plusieurs nationalités, qui n'ont pas que la nationalité congolaise? Parce que vous avez dit qu'il y a des résultats positifs obtenus par les gouvernements par rapport à ces dossiers aussi. On n'a même pas terminé ce problème-là. Oui, parce qu'on attend de gérer l'histoire. Voilà, vous passez à une autre. Quand vous regardez sur la chaîne nationale, au début du journal, l'extrait du discours du président de la République, il parle du gouvernement. Il dit ceci, ce gouvernement a été formé pour appliquer les résolutions issues de concertation nationale. Parmi les résolutions issues de concertation nationale, on parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Donc nous sommes là pour mettre, ça fait 6 mois que nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler. L'irrévocabilité de la nation congolaise d'origine, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés congolais ou ont des ascendances congolaises ne peuvent pas être déchus de leur nationalité. Donc cela veut dire quelque part, de facto, la multinationalité concernant uniquement les Congolais d'origine, pas Monsieur Dupont qui veut devenir Congolais. Hein? Bon, c'est pour les Mutombo, les Ilonga, les Makengo ou de Chamala, qui sont d'origine congolaise et qui sont partis à l'extérieur, parfois pour des raisons de confort, de travail, ont acquis qui est la nationalité zimbabwéenne, qui est la nationalité française ou yougoslave, enfin yougoslave ça ne disait plus, serbe ou canadienne. Voilà. Mais ces gens-là, c'est comme l'ADN. Est-ce que vous pouvez enlever l'ADN à quelqu'un? On n'enlève pas, ce sont des Congolais. Je vous donne un exemple un peu terre à terre. Allez prendre un lionceau qui vient à peine de naître. Enlevez-le. Mettez-le dans cette pièce ici. Un lionceau qui vient de naître, mettez-le dans cette pièce ici. Qui vit parmi nous pendant même 10 ans. Qui n'a jamais rencontré un seul lion. Vous le levez ici. Vous parlez le langage des humains. Il ne répondra pas parce qu'il n'a pas le même truc que nous. Il n'a pas le même ADN que nous. Si demain, il entend le rugissement d'un lion dans le secteur ici, vous allez voir, ses oreilles vont se redresser. Il va reconnaître. C'est comme les Congolais. Ceux qui sont nés Congolais. Ceux qui ont des ascendances congolais. Eux, c'est ça. Quand ils ouvrent leur télévision, la première chose qu'ils font, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Je vais vous donner quelque chose de simple. Là, on parle du plan national, du plan international, c'est-à-dire ce qui vient. Mais sur le plan national, on est là. On dit, voilà, Jacques Moukaleng, votre confrère, vient de lire l'ordonnance présidentielle.
le gouvernement est sorti. Le premier réflexe, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un que je connais dans ce gouvernement, ça c'est le premier réflexe qui nous vient à tous. Ouais. Est-ce que quelqu'un que je connais dans ce gouvernement, tel, oui, je le connais. Ou tel, oui, mais il ne mérite pas d'être là. Oh, ok. Deuxième réflexe, Badi Banga. C'est un nom qui vient plus du Kassai. Deuxième réflexe, Badi Banga va voir, est-ce qu'il y a combien de Kassai? Ça c'est vous qui le dites, monsieur. Non, peut-être pas vous, Badi Banga, vous, mais d'une façon générale, moi, Boyamba, non, attendez, moi, Boyamba, je vais voir, il y a combien de gens de l'Équateur? Pourquoi? Et pourtant, peut-être je ne mets pas les pieds à l'Équateur. C'est mon ADN qui me pousse vers ça. Même si la personne qui est de l'Équateur, qui est dans le gouvernement, je ne le connais pas, ne me donnera même pas un seul franc congolais, mais j'ai une certaine satisfaction, c'est parce qu'il vient de chez moi. Il vient de chez moi. Voilà, c'est ça l'ADN. C'est comme pour ces Congolais-là, qui sont nés au Canada, qui sont nés au Pérou, qui sont nés en Australie. C'est qu'est-ce qui se passe au Congo? Alors, ceux-là, pendant la constitution, on a dit, on n'a pas le droit de leur priver de leur passeport congolais. Parce qu'on ne leur en relèvera pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, la majorité de ceux qui envoient l'argent ici, vous savez combien les Congolais de l'étranger renvoient au pays chaque année? Vous avez une estimation? Mais oui, on a une estimation qui est d'à peu près 9 à 10 milliards de dollars. Ce sont des grands comptes annuels. 9 à 10 milliards de dollars. Donc plus que le budget national. Donc, alors, mais malheureusement, et ça je peux rentrer dans ma politique parce que là vous me posez des questions, mais j'ai vraiment une politique. Mais malheureusement, cet argent, quand il arrive ici, il va dans la consommation. Si votre frère vous envoie 100 euros, 200 euros, si vous avez des enfants, le premier réflexe c'est d'aller acheter à manger ou quoi, ça va dans la consommation. Ça contribue à la paix sociale, mais ça ne contribue pas au développement. Contrairement à ce qui se passe au Nigeria, qui est le premier, les Nigérians sont les premiers contributeurs. Ils envoient 24 milliards de dollars à leur pays, suivi des Sénégalais qui envoient 21 milliards à leur pays. En troisième lieu, les Ghanéens. Alors nous sommes en train de mettre en place une politique. Je suis en train de voir ça avec mes collègues des finances et du budget pour voir ces agences-là, ces maisons qui s'occupent des transferts d'argent, ce qui coûte d'ailleurs cher. Nous voulons voir avec eux. C'est vrai, la famille de M. Mwabilou a reçu les 200 dollars qu'on a envoyés de l'Afrique du Sud. Mais la société qui a transféré cet argent a perçu 15 dollars. Combien cette société a-t-elle reversé à l'État congolais? Elle est à Johannesburg. Combien elle a reversé à l'État congolais? Nous voulons que désormais trouver des accords avec ces maisons-là afin que une partie de cet argent sur les frais de transfert aille dans un fonds que je vais appeler, qu'on va créer, le fonds de promotion des investissements et d'aide aux Congolais vivant à l'étranger. Voilà. C'est ce fonds-là qui va créer un capital. Ce fonds sera géré pas par l'État congolais, mais sera sous la tutelle de l'État congolais, mais qui sera géré par un conseil d'administration composé uniquement de Congolais vivant à l'étranger, qui sont spécialisés dans le secteur. Ils vont élire entre eux. Ce fonds servira à quoi? À aider les Congolais de l'étranger qui veulent venir investir au pays, qui manquent parfois des capitaux, parce que tous ne sont pas riches, hein, qui manquent parfois des capitaux. Voilà, ils viennent ici, voilà, je suis Congolais de l'étranger, voici ma carte consulaire, ainsi de suite. Ils viennent ici. S'ils ont des projets bancables, ils peuvent, comme avec le FPI, aller vers ce fonds et accéder à un crédit. Voilà, on va bientôt terminer, il nous reste 3 minutes. On va faire les derniers tours de table. Je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous parliez un peu de ce qui se passe au pays. C'est une réalité assez têtue. Actuellement, ce sont des longues files devant les ambassades. Obtenir un visa de sortie de ce pays, c'est devenu un parcours des combattants. Voudriez-vous nous dire que la réputation du Congolais laisse à désirer à l'étranger? Il y a deux choses, hein. Je ne comprends pas. Les files. Pourquoi on ne donne pas facilement le visa aux Congolais? Attention, les files ou les Congolais qui vivent déjà à l'étranger? Les deux, monsieur le ministre. Je vais vous rassurer. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Et le gouvernement a mis en place depuis 3 mois, le ministre Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, et moi, sous l'instruction du Premier ministre, nous avons décidé d'appliquer la règle de la réciprocité. Maintenant, quand vous allez devant les ambassades de la RDC, à travers le monde, il y a aussi la file. Les étrangers qui sont au Congo sont plus nombreux que les Congolais qui sont à l'étranger. Je tiens à vous le dire.
il y a plus d'étrangers ici chez nous que les Congolais qui sont à l'étranger. Parce que nos frontières sont poreuses. Non. Nous en expulsons beaucoup. Si vous allez voir avec la DGM, on expulse beaucoup d'étrangers qui ne sont pas en règle ici au Congo. Ils sont expulsés. Et je reçois tous les jours, parce que c'est moi qui les traite, les dossiers de demande de visa pour la RDC. Des files de dossiers. Et nous les étudions cas par cas. Avant, les gens entraient comme dans des moulins, comme vous êtes en train de dire, entraient comme ils voulaient. Mais maintenant, avec la DGM a été renforcée. Les gens ne rentrent plus facilement. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'aéroport de Ndjili sans visa, qu'on met dans l'avion de retour pour rentrer dans leur pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ce n'est plus facile. Mais concernant les Congolais et l'étranger, depuis que je suis au gouvernement, j'interviens beaucoup. Rapidement. Et à chaque fois qu'il y a un problème, je convoque l'ambassadeur de ce pays-là, ici au Congo. J'ai convoqué au moins 3 fois l'ambassade du Congo-Brazzaville, si vous avez suivi. J'ai convoqué dernièrement l'ambassade du Canada. On veut expulser injustement une de nos compatriotes du Canada. J'ai dit non, on ne le fera pas comme ça. Je viens de parler, je leur ai dit aux ambassadeurs, surtout des pays occidentaux, que désormais, nous n'accepterons plus que des Congolais soient mis dans des avions avec des menottes, avec des baillons sur la bouche. Je leur ai dit que je donnerai des instructions claires à nos ambassades. On n'accordera aucun visa à des policiers de ces pays-là pour qu'ils puissent accompagner les nôtres jusqu'ici dans de mauvaises conditions. On va prendre la dernière question de la Laurent dernière Fidèle. question peut-être, j'aimerais savoir si les vice-ministres des Congolais de l'étranger est au courant de l'existence du Congrès mondial des Congolais vivant à l'étranger. Vous en savez quelque chose? Nous avons, vous savez, nous traçons la politique générale. Maintenant, les Congolais, ils sont divers, comme ici. Nous sommes là, il y a 450 partis politiques. Moi, il y a plusieurs partis politiques qui sont dans la majorité, d'autres sont dans l'opposition. Il y a des Congolais qui se réunissent. Ils nous tiennent au courant qu'ils veulent se réunir. Et bien, nous disons, réunissez-vous, si c'est dans l'intérêt du pays, où que vous soyez, nous sommes d'accord. Mais nous sommes en train, sur le plan du gouvernement, de nous organiser afin, pendant les grandes vacances ici, puisqu'il y aura beaucoup de nos compatriotes qui vont venir en vacances, d'organiser un forum qui va réunir tous les Congolais de différents horizons. Mais si les Congolais qui se trouvent quelque part dans le monde, à Pékin ou à Malaisie ou à Helsinki, veulent se réunir, nous ne pouvons que les appuyer et ils ont notre caution. Voilà, on va terminer peut-être en quelques secondes, monsieur le vice-ministre. Où en êtes-vous avec les dossiers de cet étudiant congolais qui a été tué en Tunisie? Et vous répondez peut-être aussi par rapport à la question de la maison de Congolais étrangers. Mais on peut commencer par ce jeune homme qui a été tué en Tunisie. Non, le jeune homme n'a pas été tué. J'ai reçu sa famille, cette famille éplorée, éprouvée. J'ai reçu la famille, j'ai parlé longuement avec Madame Loukoussa, notre chargée d'affaires à Tunis. J'ai reçu M. Taoufik Hanana, l'ambassadeur de Tunisie ici. Selon toute vraisemblance, ce jeune homme a eu quelques problèmes et se serait suicidé. Il n'a pas été tué. Et par contre, à chaque fois qu'il y a un Congolais qui a été maltraité, nous faisons le devoir de convoquer. Demain, je demande à la RTG de venir aux affaires étrangères. J'ai convoqué l'ambassadeur de l'Inde ici chez nous, accrédité à Kinshasa, pour lui faire part de nos préoccupations sur la maltraitance dont seraient victimes certains de nos compatriotes en Inde. Et nous allons lui rappeler que nous allons appliquer la responsabilité, pas maltraiter les Indiens ici, mais nous allons être beaucoup plus rigoureux dans l'octroi de visa à des citoyens indiens et aussi au contrôle de la régularité de leur séjour. Et la maison des Congolais de l'étranger? La maison des Congolais de l'étranger existe depuis un certain nombre d'années. Mais elle n'avait pas de fondement juridique. Et là, nous avons préparé un arrêté que signera le ministre Tchibanda bientôt pour qu'elle devienne vraiment effective. Cette maison servira à accueillir les Congolais, à les orienter et à les organiser. Donc voilà un peu notre politique générale en la matière. Voilà. Merci beaucoup Antoine Boyamba, vice-ministre aux Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de venir. On n'a pas eu assez de temps de parler de tout. L'opportunité de venir sur cette belle chaîne RTGA. C'est vrai que je suis un peu plus la télévision, c'est vrai, mais la presse écrite, L'Avenir, est un journal
On comprend pourquoi vous citez tout le nom de Badibanga. Vous les lisez souvent. Voilà. Mais il y a aussi la radio. Hein. Oui, il y a aussi la radio. La radio, c'est souvent quand je suis dans la voiture. Voilà. J'écoute aussi de la belle musique le soir. Hein. Voilà. Y a une tranche musicale le soir que j'écoute beaucoup. Mais je lis beaucoup. Quand je suis à l'étranger, je m'informe beaucoup à travers l'avenir online. Là. Voilà. Je lis beaucoup, je m'informe. Voilà. Merci. En tout cas, merci, monsieur le ministre. Voilà. Merci à Emmanuel Badibanga, rédacteur en chef du journal L'Avenir. Merci aussi à Laurent Fidèle Amathieu, rédacteur en chef adjoint à la radio. Merci Patrick. Et merci surtout à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. C'est la fin de ce programme. Nous allons inviter monsieur le vice-ministre à signer le livre d'or. Il va coucher quelques mots sur ce livre. Il sera accompagné par les chargés d'administration et finances de la RTGA. Voilà, on se donne donc rendez-vous pour un prochain numéro sur la RTGA pour un grand jury. Notre prochain invité sera peut-être vous qui nous suivez à la maison. Voilà.